Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un podcast dédié à nos Bat Reviews du mois de janvier. Oui, les premières lectures de 2025 sont là et nous allons vous en parler avec toute l'équipe de Batman Legend presque au complet. Moi c'est Nico, je suis accompagné par 3 autres membres de la team avec Siegfried. Bonjour tout le monde. Mais aussi Kevin. Salut tout le monde. Et enfin Benoît est là. Salut! Voilà, la fine équipe est donc rassemblée pour vous parler de 3 récits. Ce mois-ci, on va vous parler d'Absolute Power, Batman Superman, World Finest tome 5 et Poison Ivy Infinite tome 4. Et je vous propose, les amis, d'entamer tout de suite avec un gros morceau, puisque c'est Absolute Power tome 1. Et je convoque donc Siegfried pour me parler de ce premier tome, signé Mark Waid et Dan Mora. Enfin, Wade et Mora entre plein d'autres, puisqu'Absolute Entre Power, autres. c'est le nouveau gros event DC Comics qui compile donc énormément de séries disséminées dans tous les sens. C'est là qu'on est content d'être en France et que du coup un éditeur fasse ce travail de compilation à notre place, puisque bon, je dis chiffre au hasard, mais en gros, il y a Wonder Woman numéro 11 qui est suivi par Absolute Power numéro 1, qui est suivi par Batman numéro 115, qui est suivi par... Enfin voilà, il y a 10 séries différentes, donc ça doit être un C'est le moment enfer de où on tout dit suivre. merci Urban. C'est ça. Parce qu'évidemment, le but aux États-Unis, c'est d'obliger, dans la confusion, à acheter plein de séries parallèles et du coup acheter un peu ce qui précède, un peu ce qui suit pour essayer d'avoir la continuité et du coup d'acheter des trucs qui ne servent à rien en se faisant de plus en plus d'argent. Donc là, on est content d'avoir tout compilé en un seul tome qui suffit à se rendre compte que c'est pas bien et que c'est pas la peine d'acheter autre chose. Donc, Ok. voilà, Bon, ça vous c'est l'aurez dit. compris, Donc, pas d'alarme de sécurité pour le moment. Donc, ton alerte bon, déjà- Siegfried, tu peux te la mettre où je pense. Évidemment, défaut habituel de ces gros events, c'est comme on l'a dit, il n'y a pas un seul scénariste, il y en a, je sais pas, je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont crédités parce que chacun écrit un petit fascicule qui a ensuite été compilé en gros event, ce qui fait qu'on manque complètement d'une architecture globale, même si tout est chapeauté par Mark Waid, qui écrit les fascicules qui s'appellent Absolute Power. Bah, tous les autres tomes, c'est juste des autres scénaristes à qui on a donné des instructions pour qu'ils connectent leur propre continuité, par exemple Williamson qui doit faire un Batman ou Tom King qui doit faire du Wonder Woman et à qui on dit bon bah écoute ton fascicule 11 au lieu de continuer ton histoire t'en fais juste un truc qui a rien à voir qui parlera d'Absolute Power et voilà les instructions pour qu'on te dise ce qui se passe dans Absolute Power pour que tu puisses raconter un truc qui s'y raccorde même si Absolute Power n'est pas encore fini pour l'instant. Bon évidemment ça donne un chaos pas possible à la fois graphiquement et en termes de scénario et le pire, c'est que ça paraît même pas si chaotique, alors que ça devrait l'être, parce que comme c'est juste de l'action non-stop avec un prétexte complètement bidon, bah oui, n'importe qui peut faire 3 explosions avec 3 combats de super-héros dans son coin. Il n'y a même pas besoin de connecter ça au reste, puisque de toute façon, c'est que des explosions, donc il n'y a pas de tenant scénaristique. Bref, on va peut-être quand même revenir sur ce que ça raconte, enfin ce que c'est supposé raconter. C'est enfin Amanda Waller qui nous saoule depuis des décennies à tramer des trucs dans son coin pour faire tomber la Justice League, enfin, qui est toujours un peu insupportable parce qu'elle est toujours dans l'ombre avec un sourire sardonique. Ah, j'avais tout prévu, j'ai perdu pour la 50e fois, mais en fait, ça ne fait qu'avancer mon plan. Et en fait, personne n'a jamais défini ce qu'était son plan parce que personne n'a vu la moindre idée. Donc, d'ici, s'est dit, bon, il y a peut-être un moment, ça serait bien de raconter ce que c'est que son plan et qu'enfin on boucle cette histoire d'Amanda Waller pour qu'on passe enfin à autre chose parce que bon, c'est un peu pénible comme antagoniste quand même. Il y a un moment, il faut arrêter de monter la sauce et l'envoyer. Bon, c'est pas au niveau. Bref, son projet, c'est donc de faire tomber la Justice League, comme c'est original. Au début, ça se veut plus ou moins subtil parce que son but, c'est de retourner l'opinion publique contre les super-héros, tout en leur faisant perdre leur super-pouvoir, d'accord, tout en créant une espèce de méga armée qui compile à la fois la Suicide Squad, l'Argus, Checkmate, une armée d'Amazos, plus Failsafe, plus Queen Brainiac, qui est donc une compagne de Brainiac reprogrammée par Amanda Waller. Donc elle veut à la fois vaincre les super-héros en leur prenant leur pouvoir, en retournant l'opinion contre eux, et en faisant une méga armée pour les dégommer. Vous sentez que ça manque un peu de cohérence, n'importe lequel de ces 3 plans indépendamment suffisait. Allier les 3, ça fait que chacun a moins de poids que les autres. Le plus intéressant, évidemment, c'était l'idée de retourner l'opinion contre les super-héros. Le problème, c'est que pour ça, elle cède de l'intelligence artificielle. Regardez comme c'est subtil, on surfe sur la modernité. Grâce à l'IA, on fait des deepfakes qui font croire à la population que les super-héros, tout à coup, se retournent contre eux et détruisent des villes. On pourrait croire que ça va tenir un vague discours sur les fake news à l'époque de l'IA. Comme vous le voyez, d'après ce que je dis, c'est d'une banalité sans nom. La population, elle voit ces vidéos, tout de suite, elle y adhère. Mais vraiment, elle voit une vidéo de Superman qui tue des civils, et il n'y a aucun moment où elle se dit, bon, ça fait 20 ans que Superman nous sauve tous les jours, peut-être qu'il y a un souci, peut-être que les médias qui nous disent que c'est des fake news, il faudrait peut-être les croire. Non, c'est vraiment juste,
À partir du moment où tu contrôles l'IA, la population, c'est juste des moutons débiles. Remarquez, vu l'élection de Trump, et ce que fait Musk avec le soutien, y compris de Français, on pourrait se dire que c'est pas si faux que ça, mais enfin, c'est quand même plutôt sidérant. Mais à la rigueur, ça pourrait raconter quelque chose de politique, dire qu'effectivement, la population n'attend que la première fake news venue pour se retourner contre les super. Ça pourrait tenir un discours. Qu'est-ce que les super font quand la population se retourne contre eux? Mais en fait, en 3 pages, on a bouclé l'histoire des vidéos fake news. En 3 pages, on a bouclé l'histoire de la population qui se retourne contre le super-héros. Et c'est littéralement dans les toutes premières planches. Et ensuite, on n'en reparle absolument jamais. Tout le reste, ce sera juste des combats, notamment des Amézos qui... donc Amézo qui sont ces super vilains, enfin un super vilain à la base qui peut absorber les super pouvoirs évidemment, comme c'est un gros event, je crois qu'il y en a une dizaine plus les autres super vilains évidemment, donc qui absorbent les super pouvoirs des personnes qu'ils affrontent, donc évidemment qui sont plus ou moins invincibles. Et bon, voilà, chaque fascicule raconte comment il dégomme plusieurs super-héros, à qui parfois on enlève des pouvoirs, et parfois on les enlève pas, parce que évidemment, si on enlève les super-pouvoirs à trop de super-héros, il n'y a plus de combat. Et le problème, c'est que le lecteur, on lui vend quand même un volume qui fait à peu près 300 pages, donc il faut des combats et des explosions. Ouais. Donc, quand ça arrange le scénario, parfois les super-héros ils gardent des pouvoirs juste pour faire des combats où ils finissent par se faire battre exactement de la même manière. Mais bon, voilà, si on commençait à enlever les super-pouvoirs dès le début à tout le monde, il n'y aurait plus de combat et ça serait pas divertissant. Donc, évidemment, ça n'a strictement aucun sens. Comme vous voyez, politiquement, du coup, ça ne raconte rien, c'est d'une faiblesse infâme. Le seul atout, c'est que les dessins sont quand même globalement plutôt chouettes. Donc, au dessin, on a Nawal Pan notamment, on a du Mike Osorn, on a du Passarine qui est excellent, du Tony S. Daniel, du Michael Hanin, on a et évidemment du Dan Mora qui, pareil, est vraiment à son meilleur. C'est presque triste qu'autant de talent ne fasse que des grosses explosions et c'est que des booms dans tous les sens et des combats de robots contre des super-héros. Bon, d'accord, c'est divertissant à l'échelle de 30 planches, mais à l'échelle de 300 planches, on admire les dessins et beaucoup peuvent faire le vieux de poster, mais ça ne raconte pas une histoire et ça n'avance pas beaucoup. D'ailleurs, c'est assez ironique que le 4e de couverture nous raconte le combat de résistance à la Justice League, qu'on ne voit pas trop en fait dans ce premier tome, contre la Trinité du Mal. Trinité du Mal, c'est un concept, je suis même pas sûr qu'on le lise une seule fois dans tout le volume. Et bon, en gros, c'est Amanda Waller. J'imagine que ça désigne aussi la reine Brainiac, mais qui en fait est l'allié plus ou moins soumise à Amanda Waller, et Failsafe qui est pareil, est l'allié, mais en fait obéit aux ordres d'Amanda Waller. Donc c'est pas une Trinité du Mal, en fait, c'est un gros concept pareil pour faire genre, alors que c'est Amanda Waller qui pilote des gros méchants. Bon, voilà, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. C'est vraiment balancer des concepts pour juste balancer la sauce, mais des explosions pour faire événement. Même si dans les faits, on sait très bien qu'il y a quelques héros qui vont résister, qui vont finir par retrouver leur pouvoir et qui vont finir par triompher de tout ça. On espère juste que ça va avoir le plus vite possible parce que je sens qu'ils vont nous faire 4 ou 5 tomes comme ça et que ça va juste être saoulant. Il y a plein de surprises d'ailleurs. Par exemple, Green Lantern fait partie de l'équipe de Waller. Je ne spoil même pas. On nous l'annonce dès la deuxième page, je crois, du récit. A priori, on se demande ce qu'il vient faire là. Il n'arrête pas. Et on se demande pourquoi Waller lui fait confiance. Parce que évidemment on se doute qu'un super-héros qui est aussi positif que Green Lantern, s'il fait partie de l'équipe de Waller, c'est uniquement pour finir par la trahir à un moment donné. Nous on s'en doute, Amanda Waller s'en doute, rien ne nous le dit dans le volume, mais on attend en fait que ça. Mais bizarrement Waller se dit quand même, tiens, c'est une bonne idée, je vais lui confier l'inventaire de tout l'arsenal d'objets magiques de la Justice League. Oui, en fait tu donnes accès à toutes les armes et les artefacts magiques les plus puissants, alors que tu sais qu'il va te trahir. Enfin, quel est l'intérêt de ça et pourquoi est-ce que le scénario essaie de nous faire croire que Green Lantern a vraiment rejoint Amanda Waller alors que personne n'y croit une seule seconde, à part comme prétexte pour avoir un nouveau Green Arrow. Enfin, c'est très bizarre, ça n'a vraiment aucun sens. Il y a plein de choses un peu bizarres aussi. Tout à coup, Green Arrow est beaucoup plus fort que Peacemaker. Green Arrow, Green Lantern ou les deux. Oui, pardon, je voulais dire Green Arrow. Ok. C'est Green Arrow. J'avais senti que Kevin avait tiqué, mais j'étais pas sûr. Ouais, c'est Green Arrow. L'interrompre. Green Lantern est traité bizarrement aussi, mais c'est vraiment Green Arrow qui est problématique et qui a cette espèce de rôle central un peu bâtard. Peacemaker ne sert vraiment que de clown. Je comprends toujours pas pourquoi on insiste à ce point. Dans tous les comics d'Amanda Waller, on met Peacemaker à côté et à chaque fois il est ridiculisé. Bon, c'est un peu triste, d'autant que la série Peacemaker essaie quand même de le mettre, ou la film Suicide Squad essaie quand même de le mettre en avant comme un personnage intéressant malgré ses ridicules. Enfin voilà, il y a plein de problèmes. Pareil, on tente à un moment de teaser que Waller a une vraie raison de haïr les super-héros à ce point. Et tout ce qu'on nous dit, c'est elle a une dent contre les super-héros pour une raison inconnue. D'accord. Vraiment, le truc. Il y a d'autres tomes qui arrivent. Oui, on nous tease que c'est parce qu'elle aurait probablement perdu son mari à cause d'une action super-héroïque. Mais enfin, c'est vraiment. Enfin, Waller, elle est intéressante si elle n'a pas de raison d'en vouloir aux super-héros. Parce que la teaser depuis des années, juste pour dire, en fait, suite à un malentendu, un super-héros qui a peut-être été vaguement responsable indirectement de la mort de son mari, et du coup, elle leur vaut une haine sans fin.
psychologiquement, c'est quand même extrêmement faible. Bon, après, il y a plein de ridicules. On dit que Waller, elle a racheté, grâce à des sociétés écrans, toutes les prisons de méta-humains du monde. Donc Arkham, Blackgate, etc. Alors, en fait, Waller, elle travaille pour l'État et on sous-entend qu'elle a plus de pouvoir que la présidence des États-Unis. Donc pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'acheter des prisons? Depuis quand est-ce qu'on peut acheter une prison? Pourquoi est-ce que Waller aurait besoin de sociétés écrans? Pourquoi est-ce que Batman ne se rend pas compte qu'il y a des sociétés privées qui rachètent Blackgate et Arkham? Enfin, tout ça, c'est balancé juste en une phrase d'une vignette, parce que même les scénaristes savent très bien qu'ils ne pourront pas justifier ça, ils ne pourront pas raconter ça, ça n'a juste aucun sens. Donc, on va le balancer en espérant que les gens lisent ça trop vite. Si quelqu'un un jour se pose une question, mais en fait, pourquoi Arkham appartient à Waller? Ah, c'était justifié, regardez, case X de la planche X, mais en fait, ça ne marche évidemment pas du tout d'un point de vue scénaristique. Voilà, c'est juste, tout est écrit pour le scénario, pour faire avancer l'intrigue là où les scénaristes veulent, c'est-à-dire vers une résolution qui en fait sera complètement faible et complètement prévue. Il n'y a personne qui meurt et on ne sait même pas comment c'est possible. Superman perd ses pouvoirs, par exemple, là, je sais pas, à 40 mètres de haut, au sommet d'un building, il tombe, il survit. Il y a des super-héros qui volent, pareil, qui perdent le pouvoir en plein vol, qui s'écrasent, il n'y a pas de souci. Il y a 25 super-héros qui pourraient mourir, qui se font tabasser par des civils, par exemple, mais vraiment tabassés presque à mort. Mais tout va bien, ils sont envoyés dans un état critique à l'hôpital et en fait, ils vont aller bien après. Et Green Lantern Green Arrow qui regarde tout ça tranquillement en se disant bon bah heureusement j'attends mon heure pour trahir Waller. Oui, enfin là que t'as soi-disant trahison, tes amis sont supposés mourir. S'ils ne meurent pas, c'est juste parce que les scénaristes les protègent, pas du tout parce qu'ils seraient trop forts ou parce qu'ils ne risquent rien. Enfin bref, c'est vraiment voilà. Vous avez senti à quel point je suis blasé, mais je trouve vraiment que ouais, on est parti sur le fort là. Oui. Si tout ce que vous cherchez, c'est le nouvel événement avec plein d'affrontements qui n'ont aucun sens contre des méga menaces cosmiques de la mort qui tuent pour la 30e fois de l'année, bon, bah, ça fera l'affaire parce que c'est pas ce qu'il y a de moins bien écrit en termes de traitement de personnage, c'est pas ce qu'il y a de moins bien dessiné, mais simplement c'est une perte de temps et c'est une perte d'argent parce que j'ai pas encore vu combien il y avait de tomes, je crois qu'il y en a au moins 3 qui sont prévus, je sais pas si ça... Ouais, je sais pas à quel point ça continue après pour donner lieu à d'autres events. Là c'est supposé faire suite aussi à un event sur Brainiac. Bon, heureusement, vous n'avez pas du tout besoin de le lire. Je suis même pas sûr que ça soit paru en français. De toute façon, qui n'a absolument aucun impact là-dessus, à part pour comprendre qu'il y a Queen Brainiac. À la rigueur, on s'en fiche complètement. Mais vraiment, on sent qu'il y a une tentative parfois de faire un injustice, comme vous l'avez vu, en mêlant quelques intrigues vaguement politique, en parlant un peu de civil, mais à chaque fois c'est évacué en quelques pages parce que non, c'est juste pour voir des grosses bastons de grands super-héros qui perdent des pouvoirs, qui essaient de résister, qui en fait se font tabasser et qui à la fin vont récupérer tous leurs pouvoirs et battre les méchants. Alors, quel spoil, hein, je n'ai pas lu la suite, mais enfin tout le monde s'en doute très bien. Ça n'aura aucun impact sur aucune continuité, personne n'en reparlera jamais et on passera à autre chose. Si vous voulez regarder des jolis dessins et déchirer des pages pour en faire des jolis posters, allez-y. Sinon, je ne vois vraiment pas l'intérêt que ça peut avoir pour Bon, les amis, Siegfried est parti sur les chapeaux de roue en 2025. Kevin, Benoît, est-ce que vous allez avoir une petite onde de positivité à nous balancer pour remonter un peu ça ou on détruit le truc direct? Vas-y, Kevin. Allez, moi je vais quand même être un peu moins sévère, je vais rester sur du positif. Ok, vas-y, je sens que tu vas être pris en sandwich, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui arrive derrière avec Benoît, on verra bien. Vas-y, Kevin. Si, enfin bon, vraiment. Alors, non, moi je vais déjà être un peu moins sévère en disant que déjà, ça reste quand même mieux que Planète Lazarus, déjà. Ce qui est pas dur. Lazarus, c'est de la grosse Ce qui est pas merde. dur. Voilà, ce qui est pas dur déjà. Mais bon, non, par contre, je rejoins Siegfried sur Amanda Waller. C'est vrai que la dernière fois, on avait eu, à la fin de l'ère Rebirth, on a eu quand même une grosse bataille cosmique. C'était un assez gros méchant, c'était le Batman qui rit et tout ça. Voilà, on sentait quand même qu'il y avait de l'enjeu. C'était assez gros. Là, pour une fin d'ère, mettre Amanda Waller en tant que méchante, on va dire principale, je trouve que c'est un peu, c'est pas crédible, quoi. Même moi, je trouve qu'Amanda Waller, je vois pas trop qu'est-ce qu'il va faire là. Surtout qu'à côté d'elle, on a Failsafe, qui a quand même réussi à mettre Batman plusieurs fois KO. On a des Amazos qui prennent des pouvoirs. On a la Reine Brainiac qui a montré ce qu'elle savait faire dans le tome de Superman, qui est la partie House of Brainiac. Après, c'est vrai qu'aussi, on a le Oliver Queen, même si on lit, parce que je l'ai lu aussi, le Dawn of Green Arrow,
on comprend pas trop non plus pourquoi il change de camp, même en ayant lu ce récit. Après, ce que j'ai trouvé bien aussi, là je vais être un peu positif, les tie-in sont quand même assez utiles, je trouve, pour qu'on puisse s'y retrouver. C'est plutôt pas mal. On a tous les, enfin, comment Failsafe revient, pourquoi la reine Brainiac est du côté de Amanda Waller. Enfin voilà, on a quand même des réponses à quelques questions. Il faut quand même, je pense qu'il faut quand même avoir lu les autres récits, histoire d'avoir toutes les clés en main. Euh, et puis, ce qui est dommage aussi, c'est qu'on n'a que 2 chapitres du récit principal, donc ce qui avance vraiment l'histoire. C'est Dan Mora qui dessine ces chapitres. Mais sinon, voilà, sinon, il n'y a rien d'autre. C'est pour ça que c'est un peu lent. Mais comme je disais, c'est un tome 1, voilà, c'est le début. On verra par la suite. J'espère que ce sera meilleur. J'ai espoir. Euh, mais bon, voilà, c'est juste un début. Et pour ce qui est aussi des chapitres avec. C'est vrai qu'on a Wonder Woman aussi, qui est écrit par Tom King. Ça aussi, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça vient faire là. Même le chapitre avec Batman de Chip Zdarsky, pareil, on ne sait pas trop encore ce que ça fait là. Par contre, on a les récits plus importants, on va dire, qui sont les Green Lantern et, et les Green Arrow, parce qu'ils sont quand même liés aux autres récits. Mais sinon, voilà, ouais, c'est un peu faible, mais c'est un début. Après, j'espère que pour la suite, ce sera quand même mieux. Ok, Benoît, à toi. Je sais pas trop quoi rajouter à ce que mes camarades Ouais. viennent de dire. Tu es plutôt d'accord avec ce qu'ils ont dit, du coup Oui, voilà, c'est un event parmi tant d'autres, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu un qui va changer quelque chose. Et pour avoir lu la suite en VO, ça changera pas des masses, ça changera pas des masses, ce qui est dommage. Mais voilà, après, tu as des tie-ins qui sont, on va dire, intéressants pour comprendre ce qui se passe dans le récit principal, comme disait Kevin. Après, voilà, tu en as d'autres comme Wonder Woman ou Shazam, où on s'en fout. Clairement, on s'en fout. C'est des séries qui sont pas en plus. Enfin, Tom King, oui, c'est édité, mais Shazam, c'est plus édité en France. Voilà, c'est pas très intéressant. Donc, Ouais. Ok. peut-être pour les Tom King, il vaut compétitions, mieux la qu'il reste diff. sur son récit principal de Wonder Woman, qui est beaucoup Ouais. mieux. Là, ce qu'il a fait là sur Absolute Power, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bah, c'est juste pour s'insérer dans Oui, c'est ce que je lui ai dans le dit. crossover, mais Oui, c'est tout. ça Ouais. Oui, dépend pour du brief. s'insérer, ouais, c'est clair, mais c'était pas bien fait, je trouve. Ouais, mais C'est pas bien fait. il avait pas le choix. Lui-même Ouais. n'a pas lu les Absolute Power parce que ça se passe en parallèle. Du coup, ça c'est pas produit au moment où on lui demande Ouais. d'écrire son scénario. On lui dit juste, bon, écoute, il y a un robot qui arrive, il va défoncer Wonder Woman et son équipe. T'écris un fascicule là-dessus. Tu sais pas ce qui se passe après, tu sais pas ce qui se passe avant. Raconte juste ça. Bon, bah, il est payé pour ça, il fait son service commandé, qui en plus est inséré complètement entre le numéro 10 et le numéro 12, qui n'ont absolument rien à voir avec Voilà. ça. Bon, bah, c'est un classique des events, mais c'est pour ça qu'on est content d'être en France, hein, parce que ceux qui suivent les fascicules numéro après numéro et qui attendent chaque mois leur nouveau numéro aux États-Unis, quand ils tombent sur un truc comme ça parce qu'ils ont adoré le fascicule précédent, bah, ils sont un peu plus C'est verts pour que ça nous. que c'est assez dommage quand même, ouais. C'est pour Ah ça. bah oui, ça C'est assez c'est. dommage. Ok. Ok, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour Absolute Power, qui lui, Tu veux le malheureusement, continuer, Benoît, continuera, peut-être? hein, vous l'avez compris. Euh, Et je vous propose d'enchaîner sur une deuxième lecture. Tiens, Benoît, t'as pas eu trop la parole sur Absolute Power. Je vais te la donner sur le prochain récit. Batman, Superman, World's Finest, tome 5. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc écrit par Mark Waid, dessiné principalement par Dan Mora. Il y a juste un petit Encore. chapitre ouais, en tout début qui est dessiné par alors Steve Pugh, je ne sais pas comment ça se Tig prononce. Pog, ouais. Hein? Ouais, Ouais, on va dire ça, ouais. voilà. Donc ce petit récit en intro, c'est juste un combat entre Lex Luthor et le Joker qui vont se fighter pour un rubis qui se trouve sur le rocher d'éternité de Shazam. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Ça, je ne sais pas si ça apporte quelque chose vraiment à ce que Mark Waid veut mettre en place dans son récit en règle générale. Et après, on a un gros récit sur l'ensemble du tome, sur
Batman et Superman qui doivent affronter une menace de la 6e dimension avec Batmite et Mister. Je sais pas comment ça se prononce. Mrs. Picklick, je crois. Voilà, je Voilà. suis d'accord avec toi. Vas-y, dis-le à l'envers. Mix Twix. Ouais, on va dire Monsieur Twix. Donc, Monsieur voilà. Donc, ils vont faire équipe tous ensemble pour affronter cette menace. Et il va y avoir beaucoup de clins d'œil à ce que faisaient les comics dans les années 60-70, avec par exemple Jimmy Olsen, avec toutes les transformations qu'a pu avoir Jimmy Olsen dans ces années-là. C'est du fun. Voilà, c'est un tome pour moi, c'est du fun. Ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait sur les tomes avant. C'est juste une parenthèse pour dire voilà, il a envie de se lâcher. Mark Waid, il s'est fait un petit bonbon sucré pour dire voilà, j'ai mis que du fun là-dedans. Faites-vous plaisir. Et du coup, juste une question, moi je l'ai pas lu, mais tu parles beaucoup d'un style un peu vintage ou de référence vintage. Du coup, pour ceux qui préfèrent des récits plus modernes, ça passera pas? Au niveau du dessin, je veux dire, avec Dan Mora, ça passera, c'est pas un souci. Au niveau du récit, moi je trouve que c'est ce que je pouvais lire quand j'étais gamin et donc sur des trucs qui étaient déjà passés. Donc c'est beaucoup de n'importe quoi. C'est parce que voilà, c'est des êtres de la 6e dimension, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc autant des fois ils arrachent carrément la page, ils passent à une page d'à côté. C'est beaucoup de cartoon. Voilà. Donc il faut aimer ce genre de récit. Ouais. Moi je dis ça se laisse lire en vacances en ce moment, ça passe bien. Après, que ça soit utile pour la continuité de ce qu'ils font en ce moment, je suis pas sûr. Ok. Kevin, tu veux réagir dessus? Oui. Comme l'a dit Benoît, c'est un gros délire ce récit. Heureusement qu'il est court. Parce que, alors moi déjà, je déteste combien, les 130 personnages. pages à peu près? Quelque chose comme ça? Ouais, 136 pages, je crois, quelque chose comme ça. Mais les personnages qui de Batmeat et de Mixis Picklick truc là, moi j'ai juste horreur de ces personnages-là. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils rendent pas crédible en fait l'univers de DC Comics. Surtout que si on met ces personnages-là à côté de Batman, ça fait un peu ridicule, quoi, je trouve. Donc ça les Ouais, ça ridiculise. dénote. Voilà. Et du coup, j'avais vraiment peur de ce récit parce que c'était à la fin du tome 4, on avait une sorte de préquel, un début pour annoncer donc la suite. Et donc, franchement, moi, je m'attendais au pire. Je me suis dit, ok, ça va être vraiment pourri. Mais après, comme l'a dit Benoît, voilà, c'est vraiment un gros délire. C'est pur de l'action. C'est de l'action, quoi. Donc, Mark Waid, je pense qu'en ce moment, il fait que ça depuis le tome 1. On l'a vu avec Absolute Power aussi, hein, il va direct vers l'action. Il n'y a même pas d'intrigue. Le truc, c'est les deux, là, Mix BMX là, et Batmeat, vont chercher Batman et Superman euh, pour les aider à trouver qui est ce vilain qui a tué leur copain. Mais ils n'ont pas eu besoin de chercher bien longtemps parce qu'ils sont vite arrivés. Voilà, tout s'est enchaîné à une vitesse incroyable. Donc il y a quasiment pas de scénario. C'est de l'action, de l'action, de l'action. Et c'est hyper fun. Donc, moi, après, j'aime pas ces personnages-là, mais j'ai quand même plus ou moins aimé ce récit parce que c'est un gros délire, parce que c'est fun et voilà, il y avait quand même des passages un peu intéressants, on va dire. Mais voilà, c'est à le prendre comme un gros délire, c'est fun, c'est tout. Et heureusement que c'est court, parce que franchement, s'il aurait été plus long, ça aurait été saoulant, je pense. Ok. Ouais, et puis il y a un truc avec Mark Waid, c'est comme il veut, il a dit qu'il aimait pas tout ce qui était vraiment la noirceur chez les super-héros et qu'il adorait justement les récits de son enfance où c'était beaucoup plus joyeux. Alors, moi je suis pas Et contre, là, on hein, a il y a changé d'époque, là. Ouais, voilà, c'est ça, on a bien changé d'époque et Dan Mora, il a un style hyper coloré. Même quand il fait des trucs sombres comme on a vu dans Once and Future, c'est très sombre, mais à la fois c'est très coloré, très, très lumineux comme univers. Et du coup, je comprends qu'il y ait une nostalgie de la part de Mark Waid de revenir à une époque un peu plus optimiste des héros. Mais là, ça pousse un peu le bouchon quand même. Non, et puis même utiliser ce genre de personnage, enfin, je trouve aujourd'hui, utiliser Mrs. Picklick ou Batmeat, je sais pas,
Tom Taylor a fait apparaître, par exemple, dans la série Nightwing, il en a fait apparaître un pour Nightwing. J'ai trouvé que ça a cassé le récit, quoi. Et donc là, utiliser ces personnages-là maintenant, je sais pas, pour moi, ça casse le truc. Ok. Siegfried, pas d'alerte Siegfried, on est d'accord? Non, mais Non. moi, l'apparition de ces personnages ne m'a pas choqué parce que c'est pas comme s'ils apparaissaient dans la continuité Batman, par exemple. Ils apparaissent dans Ouais. déjà World's Finest, dont on a déjà vu dans les 24 numéros précédents que c'était un enchaînement de concepts pas toujours bien assumés, qui va un peu dans tous les sens, qui raconte un peu n'importe quoi, avec une Ouais, ça a relative l'air un légèreté. peu. Enfin, Ouais. de toute façon, voilà, Mark Waid, on sent qu'il sait pas trop où il va. Il fait un peu un arc l'un après l'autre, avec souvent des tons assez différents. Ça se veut un peu léger, mais il n'y a pas du tout d'homogénéité, ni scénaristique, ni tonale. Donc, bon, bah, c'est pas comme si on attachait une grande importance à la cohésion de l'univers qui nous dessine dans ces fascicules-là. Donc, c'est pas très grave. Ouais. En plus, on sait qu'on n'y fera plus jamais référence. Et Mark Waid, on sait qu'il aime s'amuser à mélanger à mélanger des personnages ou de différentes continuités de différentes époques, parce que lui, il a une connaissance quand même encyclopédique de tous les comics depuis les années 30 et de tous les petits personnages qui sont apparus dans un demi-fascicule sur 2 pages en 1941 dans telle série complètement annexe. Donc il aime bien utiliser tout ça pour faire des choses qui ne sont pas tant référentielles, parce que c'est pas grave si le lectorat ne maîtrise pas ses références, que voilà, pour le plaisir de se rendre compte que nos personnages phares s'inscrivent aussi dans tout un univers extrêmement vaste, complexe, riche et parfois un peu ridicule. Donc je trouve ça pas bête dans la démarche. Le problème, c'est que ça s'inscrit dans un scénario qui n'a absolument, c'est ce que disaient mes collègues, absolument aucun intérêt. D'ailleurs, j'ai lu ça il y a quelques jours. Je me souviens même plus des motivations et du background du super vilain. Je me souviens vaguement de sa tête parce qu'il a une tête qui est quand même plutôt mémorable. Mais alors, pourquoi il a fait ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait là franchement, j'en sais plus rien. Et lui-même n'est que prétexte à raconter une histoire avec ses personnages, donc c'est plutôt fâcheux. Et il y a quand même un échec dans le sens où Mark Waid, évidemment, essaie de profiter d'avoir ces personnages d'elfes, enfin, de lutins, enfin, ça s'appelle les elfes en anglais, les elfes de la 5e dimension, pour utiliser pour jouer un peu avec des concepts de séquentialité. Et Mark Waid, pour le coup, c'est un truc qu'il devrait savoir faire. Et bon, à part des personnages qui ont l'air de traverser des planches, par exemple, ça reste assez pauvre en termes d'innovation graphique, alors que c'est ce qu'on disait aussi. C'est des personnages qu'on ne peut pas utiliser beaucoup aujourd'hui parce que par leur ton propre et par leur pouvoir, ils s'inscrivent très difficilement dans les univers un peu sombres et réalistes qu'on essaie de dessiner par ailleurs. Donc si on les utilise, c'est vraiment pour faire quelque chose qui devrait être délirant et inventif parce qu'on gaspille un peu leur potentiel pour les prochains mois, au moins à venir, voire les années à venir. Et bon, là, c'est quand même pas à la hauteur. Il y a quelques idées vagues et un peu faciles, mais ça va pas très loin. Et il y a une tentative de rendre Batmite et la relation entre Batmite et Batman un peu plus profonde, rendre Batmite quelqu'un d'un peu pathétique, dans le sens où il a cette espèce d'adrénaline de traverser des univers et de faire des bêtises. Et enfin, il y a cette planche où Batman lui dit que ça s'apprête à le traiter d'obstacle, et Superman lui dit non. Souviens-toi, c'est pas un obstacle, c'est un assistant. On en a parlé parce qu'il faut essayer de positiver avec Batmite parce que c'est justement quand il est positif qu'il arrête de déprimer qu'il va pouvoir aider les personnages. Voilà, c'est une question d'attitude à adopter par rapport à Batmite pour si on joue son jeu positif, on va pouvoir le mener davantage à faire du positif. Enfin, il y a des choses qui pourraient être pas bêtes parce qu'on sent qu'il y a une vraie compréhension de Batmite et de que faire de Batmite dans sa relation avec les caractérisations de Batman et Superman, qui pourraient dire quelque chose de si différent personnage. Et même des scènes un peu tristes où on soupçonne que Batman pourrait être mort. Enfin, il y a des choses qui devraient fonctionner et on sent qu'il y a de la part de Mark Waid une tentative de faire réfléchir. Ce qui est chouette parce que 100 planches, c'est vraiment très long. Et entre 80 planches qui sont juste des combats dans tous les sens, délirants, avec des concepts qui marchent pas trop et qui sont pas très intéressants, avoir cette tentative d'émotion, c'est plutôt chouette parce que ces émotions ne portent pas. Parce que Waid, il est un peu en pilote automatique et il fait beaucoup trop de séries en ce moment, il en fait dans tous les sens, et c'est pour ça qu'il ne fait que de l'action. Parce que faire de l'action, c'est plus facile que d'écrire des situations intéressantes ou des personnages. Au moins, quand tu fais de l'action, on risque pas de comparer ça à ces grands comics des années 2000, à Kingdom Come et aux grandes choses qu'ils faisaient dans les années 90-2000. Là, on voit que des grands combats et c'est plus facile à écrire des grands combats. Mais malheureusement, quand il retente de faire un peu d'écriture, on sent qu'il se foule pas. Et du coup, ça ne fonctionne pas et ça ne donne pas plus de sympathie pour l'ensemble. Donc, c'est pas illisible, mais c'est pas tout à fait inintéressant. Comme la première partie d'ailleurs, hein, c'est donc la première rencontre entre Lex Luthor et le Joker. On pourrait s'attendre à ce qu'une première rencontre entre ces deux personnages par Mark Waid, ça soit quelque chose. Et en fait, non, c'est pas grand-chose. C'est complètement négotique. Oui,
ils vont aller voler un cœur, et puis en fait, les deux sont pas confiants, évidemment le Joker trahit Luthor, enfin c'est complètement sur des roulettes, aucun des personnages n'est mal écrit, l'intrigue elle est pas intéressante, mais elle est pas médiocre non plus, c'est juste que c'est complètement oubliable, et ça ne traduit pas du tout le bon scénariste qui est supposé être Mark Waid, parce que Mark Waid, on a donné presque carte blanche. Enfin, dire à Mark Waid, qui est un scénariste qui n'a rien écrit pendant des années, écoute, tu vas écrire Batman, Superman, World's Finest, l'intégrité de la série, et ta carte blanche pour écrire ce que tu veux, c'est assez fou de se dire que c'est comme ça qu'il écrit la première relation entre Luthor et le Joker, et la rencontre entre la 5e dimension et Batman et Superman. Enfin, c'est vraiment très pauvre. Et pour le coup, et surtout qu'il le fait juste après, c'est ce que Kevin a dit, juste après ce que Taylor avait fait, effectivement, sur la rencontre entre Nightwing et Batmite, qui avait déjà eu le bon sens de s'inscrire uniquement dans un fascicule, donc c'est une histoire qui faisait uniquement 30 pages, et donc on acceptait d'autant plus cette légèreté qui a été vraiment circonscrite à une espèce de sous-intrigue complètement annexe, complètement interlude, donc qu'on pouvait détacher de tout le reste, et qui collait quand même à la manière d'écrire, à la légèreté de la patte de Taylor, et que Waid fasse ça après. En plus, si vous écoutez les derniers numéros podcast qu'on a fait en parlant de Mark Waid, on a déjà pointé du doigt 2-3 fois qu'il reprenait des concepts ou qu'il tentait de faire comme Taylor. C'est un peu triste parce que à la base c'est Taylor qui imitait Waid, que Waid essaie de faire du sous-Taylor en même temps parce que c'est Taylor qui fonctionne. Ça se voit, ça se sent, et il le fait nettement moins bien. Donc se comparer aussi frontalement à quelque chose que Taylor vient de faire assez correctement, ça ne fait qu'accentuer à quel point Waid est vraiment en déperdition, et vraiment là, ce volume-là est très loin de remonter la pente. Encore une fois, c'est pas du tout mauvais, c'est juste qu'il n'y a absolument aucune raison dans aucun monde de perdre du temps à lire ou acheter ça. Ok. Plus, Mark Waid enfin, je me souviens d'avoir lu un truc sur Mark Waid. Il a dit que vu que Trump est passé président, il allait baisser sa qualité d'écriture du coup. Donc ça va être de pire en pire, je pense. Ok. Enfin, nous, on n'y est pour rien, quoi. Ouais. Bon, on verra bien. On verra bien ce que nous donnera le monsieur. Et effectivement, vous l'avez compris, on n'est pas sur une catastrophe industrielle, mais on est quand même sur un récit qui part un petit peu dans tous les sens. Les amis, je vous propose d'enchaîner avec la 3e et dernière lecture de ce mois-ci. On revient, on est toujours, encore une fois, dans le DC Infinite. Et cette fois, on passe au personnage de Poison Ivy, tome 4, cette fois-ci. Tiens, Kevin, à ton tour. Je vais te demander de nous présenter le récit. Ouais. Alors là, on a la suite directe donc, du tome 3, où à la fin, Poison Ivy, donc là, je suis obligé de spoiler parce que tout le récit, c'est la suite directe. Donc, je pense que tout le monde a lu le tome 3. Ou pas, d'ailleurs, parce que c'était tellement peut-être pas. Alors, tu sais quoi, tu as besoin de combien de temps pour expliquer c'est pas grave. le spoil? C'est pas grave, c'est un spoil sans importance, oui. C'est un spoil sans importance, oui. Si vraiment vous voulez pas éviter le spoil, avancez de 30 secondes. Voilà. On a le Dr Woodrue, donc, qui est sorti du ventre de Poison Ivy. Voilà, parce que de base, elle l'avait mangé, donc il était resté dans son corps. Donc là, il sort de son ventre entièrement. Ça part bizarre déjà, votre histoire. Là. Voilà. Ouais, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Ensuite, donc, on a cette scène-là. Puis, la seule chose que j'ai trouvé plutôt bien dans ce récit, c'est qu'on a un retour en arrière. On a une sorte de flashback où ça nous raconte donc l'origin story, tout simplement, de Poison Ivy. Alors, moi, je ne la connaissais pas. Donc, j'ai plutôt bien aimé cette partie-là où ça raconte pas non plus énormément de choses, hein, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. On a ses origines, justement, avec le Dr Woodrue, qui l'a transformé comme ça. Enfin, voilà, c'était plutôt pas mal. Après, sur tout le reste du récit, c'est une scène de combat, en fait, entre Poison Ivy et ce Jason Woodrue. Et là, ça part vraiment dans tous les sens. J'ai trouvé quand même que c'était un peu mieux fait quand même que les récits précédents. C'était plutôt bien écrit. Bon, là, après, c'est vrai qu'on a une scène, on va dire, finale, c'est un combat, quoi. Elle est toujours accompagnée de Solomon Grundy et de, j'ai oublié son nom, Janet la RH, qui sert strictement à rien aussi. On a aussi Killer Croc qui est là. Et puis c'est tout en fait. Sur ce récit-là, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste, pour moi, c'est juste mieux que les autres, quoi. Mais voilà. Après, apparemment, il y aura un autre tome suivant. Je sais pas
où ça va aller, ce tome suivant, parce que là, bon, je trouve que ce récit, là, depuis le tome 1, il faut que ça s'arrête parce que voilà, c'est parti dans tous les sens. Donc là, c'était plutôt bien pour faire un final. Donc bon, on verra la suite, mais bon, ça vaut pas trop le coup. D'accord, d'accord. Benoît, t'es aussi plutôt interrogatif ou pessimiste sur ce récit ou... Bah, moi, je pensais que c'était la fin de l'arc, enfin, mais apparemment, Mm. tu me dis que non. Ah ouais? Ok. Bah, en fait, c'est dommage de bout en bout, puisque là où il y avait ce que disait Siegfried sur les premiers tomes, il y a une interrogation sur le personnage, savoir si c'est une bioterroriste ou pas, ce qu'elle va faire. Et en fait, finalement, tout ce qu'elle a semé, littéralement, dans les premiers tomes, se retourne contre elle dans ce dernier tome. Et à la fin, elle dit non, finalement, je vais plus jouer avec ça. C'est une boucle pour la faire revenir à son point de départ. Ouais, le seul point positif du bouquin, c'est que voilà, on voit un peu ses origines retravaillées, mais sinon, ça apporte pas grand-chose. Et encore une fois, ça aurait dû être un Elseworld ou un Black Label. Et là, ils auraient pu se lâcher sur ce personnage. Mais à un moment donné, il faut qu'il revienne forcément à Gotham. Il faut qu'elle soit en couple plus ou moins avec Harley Quinn. Il faut qu'elle redevienne quand même une menace qui est du niveau de Batman. Elle peut pas non plus devenir trop importante. Donc il faut la faire redescendre forcément à un certain niveau. Et c'est dommage parce qu'elle aurait pu devenir un avatar de la sève. Ça aurait pu être autre chose. Poison Ivy, on aurait pu vraiment voir. Elle aurait pu aller avec l'homme des marais, l'homme chose, et faire enfin, il y aurait tellement pu faire d'autres possibilités avec ce personnage, mais là, finalement, ils le réduisent à Pamela Isley, et c'est dommage. Ils veulent faire comme un peu la transformer, un peu comme Harley Quinn. Un personnage méchant qui devient un peu anti-héros, voilà. Et ça le fait pas trop. Bah, pour ça, je préfère regarder la série animée, tu vois. C'est plus C'est clair. intéressant. Ouais, c'est vrai que la série animée est cool. Siegfried, tu veux toi aussi démonter le récit? Est-ce qu'il y a le démonter? Je sais pas. Comme dit, je comprends même pas pourquoi il y a un tome 5 après, alors que. Ouais, d'ailleurs, j'étais en train de regarder, pour l'instant, il n'y a aucune sortie prévue chez Urban sur ça, Alors, mais ça peut encore moi, arriver. Bah, ça j'avais va arriver parce entendu, que le j'avais quatrième de entendu, couverture pardon, annonce qu'il y a un cinquième l'interview tome, de toute de. façon. Ouais, ouais. Et j'avais entendu justement une interview du patron de Urban Comics, François, François Hercouet. qui avait dit que il y aurait la série se continuerait sur DC Infinite. Continuerait. Ok, Je sais pas ok, pourquoi. ouais. Donc, bon, on va voir effectivement s'il y a un cinquième tome de prévu. Mais ouais, Donc, vas-y, Siegfried, tu peux continuer. Ouais. Donc, comme dit, c'est fait en deux parties. La première étant une réinvention complète de l'origin story de Poison Ivy. Pourquoi pas réinventer ses origines, même si les réinventer comme ça en fin de run, c'est un peu étrange. Ça Ouais. fait un peu bon, bah, je quitte le run. C'est l'occasion de réinventer le personnage et puis débrouillez-vous avec ça. Maintenant, il est comme ça, définitivement pour Infinite. Bah, non, c'est un peu bizarre. Surtout que le flashback n'est vraiment pas original. Enfin, c'est pas nul, hein, c'est pas si mal écrit, mais c'est ce que c'est complètement banal. Oui, ben, c'est une étudiante en biologie qui est absolument géniale. Et il se trouve que l'un de ses camarades de classe est Alec Holland, et puis son prof, dont il me semble pas qu'on avait teasé que Alec Holland et Poison Ivy se connaissaient dans les interactions qu'elle avait déjà eues avec Swamp Thing, donc c'est un peu étrange. Et son prof, c'était Woodrue. Oui, bon, ouais, tout est connecté depuis le début, et puis il a une relation avec Woodrue, et puis il a une relation avec une assistante de Woodrue. Bon, bah voilà, on tease, on essaie vraiment de coller toutes les pièces dont on n'avait pas forcément besoin qu'elles soient collées à ce point. Ce qui me déçoit le plus, c'est vraiment comment Ivy obtient ses pouvoirs. Oui, ben, elle obtient ses pouvoirs parce que avec Woodrue, ils expérimentent des différentes décoctions à base de plantes, et puis à un moment, elle est la cobaye d'une injection de Woodrue, et puis ça lui donne des pouvoirs. Bon, je préfère les films ou les comics dans lesquels les personnes obtiennent des pouvoirs par un accident. Par exemple, c'est tout bête, mais dans le film Batman et Robin de Schumacher de Oula. Triste ou de Joyeuse Mémoire, bah, elle obtient ses pouvoirs parce qu'il y a tout un étal de laboratoire qui s'écroule sur elle, et du coup un mélange de potions qui est impossible de reproduire. Alors que là, ce que lui injecte Woodrue,
C'est littéralement quelque chose que Woodru a su faire, qu'il l'injecte en une fois, donc il pourrait l'injecter à n'importe qui d'autre, et donc n'importe qui pourrait non seulement avoir les pouvoirs d'Ivy, mais avoir la relation qu'Ivy a avec la sève. Enfin, du coup, c'est un peu étrange, on perd complètement ce côté accidentel, miraculeux du super-héroïsme pour tomber dans quelque chose de tellement trivial qu'on se demande pourquoi c'est pas davantage dupliqué. Enfin, ça n'a pas grand sens. Mais bref, c'est pas illisible, c'est juste étonnant, voilà, d'avoir cette origin story à ce stade de la continuité, et de s'embêter à faire que la moitié du tome, ça soit une origin story, donc c'est quand même plutôt long pour raconter quelque chose qui est oui, relativement plat et banal, et sans grande inventivité, sans rien de particulier. Ça n'implique même pas de nouveaux personnages, ça pose aucune base pour autre chose. C'est vraiment, tiens, on vous a parlé de Woodru pendant les 3 premiers tomes. Bon, bah, on va peut-être vous dire qui c'est, parce qu'à un moment, ça fait, c'est un peu lourd, certes. Merci. Le but étant évidemment que dans la deuxième moitié, du coup, elle vainc enfin Woodru pour la 15e fois, supposément définitivement, parce que c'est un peu saoulant aussi qu'il revienne dans chaque tome. Bon, on espère que cette fois c'est fait, on a bouclé, parce que c'est un peu fatigant. D'ailleurs, c'est tellement répétitif ces combats contre Woodru que je me souviens même plus là exactement comment elle le bat, tellement bon voilà, c'est vraiment devenu un peu une banalité de mon Dieu, je perds mes pouvoirs et je meurs, et je récupère les pouvoirs et je redeviens Queen Ivy, et puis est-ce que je verrai c'est Queen Ivy ou pas. Enfin, pourquoi écrire un run si tout ce que tu as raconté c'est la même chose que les 25 autres runs que tu as déjà fait sur ce personnage, qui sont déjà les runs faits par les précédents scénaristes sur Poison Ivy. Si tu n'as rien à raconter sur le personnage, arrête de l'écrire en fait. Et effectivement, bah ça, on a déjà, pour le coup, on a vraiment complètement gommé ce qui était déjà frustrant dans le premier tome, cette dimension de Ivy qui hésite à devenir, enfin, qui était une bioterroriste, qui finalement hésitait, et puis là, elle le dit frontalement dans ce comics-là, c'est je ne vais pas seulement me battre contre ceux qui font du mal à la planète, mais je vais me battre pour les personnes que j'aime. Oui, bah, en gros, tu vas redevenir une super vilaine qui va te battre pour toi et pour ta petite copine, et ne plus rien faire contre les capitalistes. Oui, ben ça, on avait compris que tu étais plus politique. C'est pas la peine de faire semblant, de louvoyer. Oui, ça, tu as complètement renoncé à toute ambition de porter un discours progressiste. Bravo, dis donc, quel courage, c'est bien la peine d'entamer cette réflexion-là. Bon, au moins, le côté lesbien est vraiment assumé. Beaucoup, enfin, genre à peu près 1000 fois moins bien que dans les comics dérivés de la série animée Harley Quinn, par exemple. Mais bon, au moins, là, c'est quelque chose qui est canon et qui est inscrit dans la continuité Infinite et qui est inscrit dans les comics Poison Ivy. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pourrait lui retirer, même si, voilà, c'est vraiment, tiens, elle se jette sur des filles, elle les embrasse. Est-ce qu'on peut pas faire un petit peu mieux? Mais bon, au moins c'est explicite, et je suis content que ça soit une dimension qui soit vraiment assumée cette fois. On sait à quel point DC Comics a toujours eu du mal à représenter le lesbianisme de ses personnages, même quand il était plus ou moins connu par le lectorat. Là, au moins, c'est montré. On a même quelques moments un peu sensuels entre Poison Ivy et Woodru, puis entre Poison Ivy et 2-3 autres personnages. Donc, bon, je suis plutôt content qu'on soit sur cette pente un peu plus assumée. Maintenant, il s'agirait peut-être d'apprendre à l'écrire un peu mieux et de pas juste faire de la visibilité, mais on va dire que c'est un progrès petit à petit, même si c'est toujours étonnant d'avoir des progrès qui sont aussi timides et aussi maladroits et aussi explicites, quand à côté de ça, on a la série Harley Quinn, où on va tellement plus loin que ça devrait servir de modèle pour arrêter d'être à ce point dans une timidité timorée, enfin, ma foi. Donc globalement, ça se lit bien. C'est juste complètement banal. La deuxième partie, c'est vraiment juste du combat qui est complètement illisible. Il y a quelques tentatives de sophistication graphique avec des racines entre les vignettes. Bon, ça rend pas ça plus lisible ou plus intéressant. C'est des boum boum dans tous les coins. On se lance des pouvoirs et de la sève et des racines dans tous les sens. Et puis à la fin, les gentils gagnent. Ouais, bon, est-ce que c'était vraiment la peine de passer par 50 pages complètement illisibles et qui étaient déjà annoncées dans le tome 3, parce que c'est dans le tome 3 déjà qu'on avait Woodru avec son armée de zombies qui se rapprochait de la cabane de Poison Ivy. Est-ce que c'est vraiment la peine de faire durer tout ça si longtemps en le coupant, en plus avec un flashback qui raconte rien? C'est vraiment l'achèvement d'un run qui, à ses tout débuts, prétendait faire croire qu'il racontait quelque chose et qui, en fait, là, assume que, bah non, il tourne un peu en roue libre parce qu'il ne raconte rien et qu'il pose des trucs et essaie de faire durer le plus longtemps possible pour essayer de tenir ces 4 tomes. On va voir si, du coup, le tome 5 au moins racontera quelque chose de neuf. Le pire, c'est que le tome 4 s'achève sur un teasing de ce qui pourrait être le tome 5 et qui est plus ridicule qu'intéressant. Donc ça augure plutôt mal de la suite, même si on pourrait espérer que maintenant que toute cette page est bouclée, bah, ça mène à un tome 5 qui raconte quelque chose d'un peu différent. Mais la manière dont cette transition est faite laisse penser que le tome 5 sera au moins aussi 20, voire plus que ce tome-là. Donc c'est un peu triste. Enfin voilà, si vous avez lu les tomes précédents, si vous avez aimé les tomes précédents,
n'y a pas de raison de ne pas lire celui-là. Au moins, vous allez retrouver Poison Ivy qui est caractérisé correctement, notamment dans ce moment de flashback, et ça boucle l'ensemble, mais c'est pareil. Enfin, c'est vraiment un peu le maître mot de ce mois-ci. Ces 3 comics qui n'ont pas vraiment de raison d'exister, à part vous faire dépenser votre argent sur des suites en attendant, espérons, mieux le mois prochain. Mais c'est pas un mois de grandes dépenses, je trouve. Ouais, d'ailleurs. Le pire. Ouais, pardon. Vas-y. Non, j'allais dire que le pire, c'est qu'au départ, Poison Ivy, c'était pensé pour être une mini-série, je crois, de 6 ou 7 épisodes. Et apparemment, ça a fait un succès aux États-Unis, donc du coup, ils ont prolongé le récit. Donc, jamais des bonnes idées, pour je sais revenir. pas pourquoi. Mais, mais ouais, après, je me demande, est-ce qu'on n'aurait pas juste tous hâte que cette ère de DC Infinite s'arrête, quoi. Ouais, carrément. J'ai On verra avec l'impression Absolute. Surtout que ouais, il est temps, avec il est temps Absolute, de passer à autre voilà. Pour la Non, suite, sinon, reste. parce que s'ils mettent fin Infinite, ça veut dire qu'ils vont nous refaire une Crisis qui vont faire durer 2 ans. Donc pendant 2 ans, on va encore avoir un mélange de 50 trucs plus délirants que Metal avec une nouvelle menace. On ne sait même pas comment ils vont faire pire que la précédente. Non, mais Non, là, mais Ça va encore la être Crisis, interminable, Absolute Power, pénible. c'est ça la Crisis Siegfried. Ouais, mais au moins C'est ça. Metal, c'était fun. C'était Ouais, incompréhensible, mais c'était fun. La fin de C'était Metal était gros, vraiment très c'était gros divertissante. Et c'était très gros. Là, on a Absolute Power qui avec Amanda Waller. Là, tout Mais est la blasant. suite, la suite mettons- va être meilleure, je pense. Ouais, mais je Ouais, pense donc, qu'il faut mettre fin à ce mois de janvier. Allez. voilà. Ouais, Voilà Ouais. le bon mot, et on fait la bise à Uma Thurman, hein, puisqu'on a évoqué sa Poison Ivy. Ah oui, Uma Thurman qui nous écoute, hein, bien entendu, tous bien sûr. les mois. Donc, voilà, les amis, je vous propose qu'on conclue donc ce podcast. Merci Siegfried, merci Kevin, merci Benoît, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Avant de conclure, juste un petit mot, les amis, pour vous donner rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent, ce dimanche à 19 ou 20 heures, à l'heure où on enregistre ce podcast. Le sondage est basse en plein sur notre story Instagram pour savoir à quelle heure vous souhaitez que l'on fasse un petit live. On a une belle annonce à vous faire. Et donc du coup on voulait faire ça en live. Ça sera sur YouTube ce dimanche. Donc ouais, faut peut-être donner le jour précis, mais c'est dimanche 23. Voilà, ce dimanche 23 février, 19h ou 20h. Suivez nos réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations. On aura de belles choses à vous annoncer. Et puis voilà, certainement un peu mieux que ce DC Infinite du mois de janvier. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Bat Reviews avec 2 lectures. Il me semble le mois prochain, ça sera assez court, avant d'entamer un beau revival avec plein de Batman qui reviennent à partir de mars, avril, mai. Là, il commence à avoir un peu plus de lecture, il me semble. Voilà, on va remonter un peu en grade. Merci les amis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas vous aussi à nous laisser vos avis dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur batonlegend.com ou sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Voilà, merci les amis et à bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut! Salut!